Bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Salut à tous, c'est Svenja. Aujourd'hui, je vous parle du film The Northman. Et oui, c'est le film qui agite toute la sphère du Viking Game et de la reconstitution. Et oui, je vais en parler. Avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on a passé le cap symbolique des 1000 abonnés. Franchement, ça me fait vraiment trop plaisir. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Je pensais vraiment pas que autant de personnes s'abonneraient à ma chaîne, d'autant que je parle de sujets quand même très spécifiques. Par conséquent, je suis un petit peu prise au dépourvu. Donc j'ai pas du tout réfléchi à une vidéo qui pourrait fêter ce cap. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pense que ça pourrait m'aider. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des vidéos que je sortirai à l'avenir. Donc aujourd'hui, on va parler de ce film, The Northman, réalisé par Robert Eggers, qui est sorti il y a pas très longtemps, en 2022, là, donc début d'année. J'espère que vous l'avez vu parce que sinon, eh bien, ça va spoiler. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'abord d'aller le voir et ensuite de revenir voir la vidéo, donc ça pourra vous... Ou alors non, peut-être que ça peut être intéressant de voir la vidéo avant, justement pour remarquer les détails qu'on va pointer. Peut-être que ça peut être une stratégie. Beaucoup de gens en ont parlé. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on voit, a priori, un film qui parle des Vikings, en tout cas des Scandinaves de l'ère viking, qui essaie de faire quelque chose de le plus historique possible, le plus proche de la réalité historique. Moi, vous me connaissez, du coup, mon domaine de prédilection, c'est tout ce qui touche aux personnages liés à la magie, au surnaturel, à la mythologie, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il faut savoir que pour ce film, le réalisateur s'est entouré de 3 consultants, 3 spécialistes de l'ère viking et de différents thèmes là-dedans. Il y a d'abord Neil Price, qui est professeur d'archéologie et d'histoire ancienne à l'université de Uppsala en Suède. C'est un auteur qui a beaucoup écrit et qui est spécialiste des thèmes comme la magie, la sorcellerie, la religion, les divinités, etc., les rites, les rituels chez les peuples scandinaves de l'ère viking. Ensuite, on a Johanna Katrin Fridriksdottir, qui est une chercheuse spécialisée sur la question, alors sur la civilisation nordique bien sûr, mais sur les questions de genre et notamment sur la question de la femme scandinave. Elle a enseigné dans plusieurs universités, notamment l'université de Yale aux États-Unis, et aujourd'hui elle travaille à la Bibliothèque nationale de Norvège à Oslo. Et enfin, on a Terry Gunnell, qui lui est professeur à l'université d'Islande dans le département sociologie et anthropologie, et qui a beaucoup écrit aussi sur les rites des anciens Scandinaves. Alors, quand on s'entoure d'une telle équipe pour faire son film, on s'imagine bien que le but est quand même d'essayer de faire quelque chose qui soit au plus proche de la réalité. Et d'ailleurs, Neil Price le précise dans des interviews, il dit « C'est de loin la représentation la plus précise de l'ère viking que j'ai jamais vue. » Et il ajoute « J'étais sur le plateau pendant la pré-production quand ils étaient en train de donner vie à tout cela et j'ai trouvé cela écrasant. Je n'avais jamais vu ce niveau d'attention aux détails dans un film historique auparavant. » Je viens de faire que l'intro là. Ça va durer 40 ans. J'ai tellement de choses à dire. Pour vous faire un petit peu le pitch de base de cette histoire, on a un personnage, un jeune garçon qui s'appelle Hamlet, et malheureusement son père est assassiné par son oncle qui kidnappe sa mère, donc tue son père, et le jeune Hamlet réussit à s'enfuir et se fait la promesse de venger son père et de sauver sa mère des griffes de son oncle. Entre-temps, les années passent et il vit sa vie, il s'enrôle dans un groupe de berserkers, et un jour, alors qu'ils viennent de piller un village avec son groupe, il fait la rencontre d'un personnage assez étrange qui est joué par la chanteuse Björk, et du coup vous avez peut-être vu ce personnage dans la bande-annonce. Il semblerait que ce soit une sorte de voyante qui lui délivre une sorte de prophétie, ou en tout cas un rappel à son destin des plus mystiques. Une voyante, en tout cas c'est comme ça qu'elle est souvent présentée et décrite dans tous les médias, dans tous les articles qui parlent du film et de ce personnage, et c'est comme ça aussi qu'elle est qualifiée dans les pistes audio du film. Le thème musical qui lui correspond s'appelle The Seeress, qui veut dire du coup la voyante en anglais. Prowling shadow, snare of my people, hide. Alors
Alors déjà, le personnage apparaît un petit peu d'un coup, dans un lieu un peu mystique, un peu mystérieux, ce qui fait que la scène semble être quelque chose d'un peu irréel. Alors il faut préciser quand même des petits détails. Il est possible que Hamlet ait une sorte de vision, que le personnage de cette voyante lui apparaisse par la pensée, par l'esprit. Mais il est possible aussi, étant donné que le groupe de berserkers avec qui il est vient de piller le village, il est possible qu'en explorant un petit peu chaque cabane, chaque maison, Hamlet tombe sur un lieu où il y a une voyante, une prêtresse qui lui délivre cette prophétie. Autant ça peut être une vraie rencontre que ça peut être une vision de l'esprit. Et ça, c'est une chose à laquelle le réalisateur tenait beaucoup, puisqu'il explique dans certaines interviews que l'aspect magique peut être pris vraiment par le spectateur dans les deux sens. Il aime bien cette dualité, le fait que le spectateur ne sache pas vraiment si c'est une scène qui s'est réellement passée, que le personnage a réellement vécu, ou que si c'est une scène qu'il imagine ou qu'il a en vision. Si on regarde un petit peu le décor qui l'entoure, elle est dans une maison abandonnée ou en tout cas saccagée. On voit qu'il y a pas mal de poutres, il y a pas mal de bois par terre, tout est sans dessus-dessous. C'est aussi dans des tons très sombres. On sent qu'il y a eu des incendies, qu'il y a eu des dégâts. Donc voilà, ce serait plutôt raccord de dire que c'est un personnage qui était là. En faisant mes recherches, j'ai pu échanger avec Mojmira, qui est une Polonaise que j'ai rencontrée via Instagram. C'est une étudiante en école d'art qui est spécialisée dans le tissu et le costume folklorique. Et le projet qu'elle a présenté lors de son diplôme de fin d'études portait sur le thème des divinités slaves. D'ailleurs, elle m'a précisé qu'elle l'avait fait avant la sortie du film. Et donc, on discutait du film ensemble et elle me disait que cette voyante, dans le film, elle semblait être à l'intérieur d'un temple slave, comme celui qu'on retrouve notamment à Grossraden en Allemagne. Alors, je sais pas si je le prononce correctement. C'est un temple, du coup, aujourd'hui qui est en Allemagne, mais qui à l'époque était du côté russe. Et donc aujourd'hui, à Grossraden, il y a la reproduction d'un temple slave, d'un temple historique, que l'on peut d'ailleurs visiter, qui est couplé à un musée, je crois. Et donc en regardant de plus près ce temple, on remarque quand même qu'il y a des points communs, donc il semblerait que l'équipe du film ait pris pour modèle ce temple-là, ce qui semble plutôt logique puisque c'est totalement probable qu'il y ait un temple au milieu du village qu'ils viennent de piller, et ça appuierait l'idée que ce personnage serait la prêtresse dédié à ce temple. D'ailleurs, pour aller dans le sens de cette idée, on peut remarquer la présence de denrées, de fruits, de légumes, de guirlandes, de feuillages un petit peu partout, suspendus au plafond ou posés par terre dans des paniers, ce qui peut faire penser un petit peu à des offrandes. Donc, ça paraît logique qu'on soit dans un lieu qui est un temple. Oui, en re-regardant l'image, ça fait quand même très très autel sacrificiel ou autel d'offrande pour une divinité. D'ailleurs, si on regarde derrière le personnage, on a une sorte de statue. On la voit seulement quelques secondes dans la séquence, mais cette statue, elle n'est pas là par hasard. Elle permet encore d'ancrer la scène et le personnage dans un univers plutôt slave. J'ai poursuivi mes petites recherches à propos de cette statue et du coup j'ai découvert qu'il s'agissait de la reproduction de l'idole de Zbruch. Alors je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça, je suis pas russophone. En tout cas, à l'origine, c'est une vraie colonne de pierre qui date du 9e siècle, qui a été découverte en 1848 dans ce village, je ne vais pas prononcer ce mot, qui est un village aujourd'hui en Ukraine. Et on peut dire que cette idole, cette pierre, cette colonne de pierre constitue une des seules traces des croyances pré-chrétiennes côté slave. Si on la regarde d'un petit peu plus près, cette statue, c'est une statue à 4 faces avec 4 têtes en haut. Elle est segmentée en 3 parties qui, d'après les chercheurs, semblent symboliser 3 niveaux, donc le monde souterrain dans lequel on a un personnage qui soutient le reste, qui soutient du coup juste au-dessus le monde des mortels, et finalement tout en haut on a le monde des divinités, le monde des dieux. Chaque face comporte un objet magique a priori, un anneau, une épée et un cheval, une corne à boire et une roue solaire, d'ailleurs qui est très effacée. Et la statue, elle a donc la main qui est relevée comme ça, un peu sur le cœur. Donc on voit bien que c'est totalement la statue qui est dans le film, ce qui ancre encore plus notre personnage à l'est. Even though your brother stole my eyes, I see you. I am no one's brother. It is not enough to be the man that never cries, Prince Hamlet.
La première chose que l'on remarque, inévitablement, c'est cette grande coiffe qu'elle a au-dessus de la tête, coiffe qui a l'air d'être en épi d'orge ou de blé, et c'est une coiffe qui m'a tout de suite intriguée. D'après ce que me disait Mojmila à ce sujet, il s'agirait en fait du kokojnik, qui est une sorte de coiffe traditionnelle russe, très populaire, et qui a été portée principalement à partir du Xe siècle, et ce jusqu'au XIXe siècle. Et alors bien sûr, bon, cette couronne de blé, d'orge, peut faire tout de suite penser à des thèmes comme la fertilité, la moisson, la nature, le printemps, des notions auxquelles on peut rattacher certaines divinités scandinaves, mais surtout certaines divinités slaves. D'ailleurs, alors je ne sais pas du tout si ça a à voir quelque chose, parce que j'ai trouvé très peu d'informations sur cette pierre, mais j'ai repéré dans mes recherches une pierre qui comporte une gravure d'un personnage qui semble avoir comme ça une couronne de blé. Alors c'est peut-être plutôt une aura, je ne sais pas exactement ce que ça représente, je vous le donne comme je l'ai trouvé, avec très peu d'informations, donc si vous en avez, n'hésitez pas à compléter en commentaire. C'est la pierre de, allez je vais le tenter, Krkauche. Merci Google, Google Translate. Donc c'est cette pierre qui a été retrouvée en Slovénie et qui semble faire référence à une divinité slave qui porte du coup une couronne comme ça, une coiffe de blé. Donc voilà, donc j'ai pas beaucoup plus d'infos sur cette pierre, mais je trouve ça très intéressant. J'ai trouvé des conférences qui parlent de cette pierre, mais pas en français. Enfin, pas dans un langage que je comprends, c'était en slovène ou en tchèque, enfin je ne sais plus exactement, mais ce sont des langages qui sont imperméables pour moi, française. Et en plus, le truc, c'est qu'il n'y a même pas de sous-titres. Donc, impossible de trouver des informations sur cette pierre, et je suis très frustrée. Bref, j'ai pu discuter davantage donc sur le sujet de cette coiffe et du costume avec Mojmila, parce que pour son projet de fin d'études, comme je le disais tout à l'heure, elle a créé un certain nombre de costumes qui se basent sur des divinités slaves. Et quand j'ai vu l'un de ces costumes, j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement. On y retrouve la coiffe, la robe, les motifs de la robe, ainsi que les galons tissés. Et Mojmila m'expliquait qu'il s'agissait de la déesse Mokoj. Dans la mythologie slave, ce serait la déesse de la terre-mère et de la terre nourricière. Elle est associée à la terre fertile. C'est une protectrice de la divination et de la magie, et elle est très liée à toutes les activités de filage et de tissage de la laine. Vous voyez où je veux en venir. Elle est réputée aussi pour aider les femmes lors de l'accouchement, et de façon plus générale, elle est la protectrice des femmes et des enfants. D'ailleurs, avant de détailler le costume du personnage de la voyante point par point, je tiens vraiment à remercier Mojmila d'avoir discuté avec moi et de m'avoir donné toutes ces infos. Et franchement, elle a un compte Instagram qui est vraiment, vraiment très beau, avec beaucoup de précision, beaucoup de professionnalisme, et c'est très intéressant tout ce qu'elle partage. Donc je vous invite à aller la suivre, parce que c'est hyper coloré, hyper chaleureux. Deuxième point que l'on note dans le costume, en plus de la coiffe qui est assez impressionnante, on vient de parler de la déesse Mokoj qui est liée au métier du tissage et du filage. Donc c'est pas étonnant de voir notre personnage incarné par Björk avec une quenouille et avec de la laine, en train de filer la laine pendant qu'elle délivre sa prophétie. Une quenouille, soit dit en passant, si vous suivez ce que je dis sur cette chaîne, est un attribut de la vulva, de la voyante chez les anciens scandinaves. Tout se recoupe. On peut ajouter aussi que c'est une tâche, le filage et le tissage de la laine, c'est une tâche qui est propre aux Nornes dans la mythologie nordique. Et oui, ces créatures mythologiques qui sont responsables du fil de la vie et du destin des gens, qui filent la laine pour faire le fil de la vie et qui décident quand cette vie s'arrête, qui ont la connaissance de ce qui a été, de ce qui est et ce qui devrait être dans le futur. Donc là, je dirais qu'il y a un beau tunnel là entre mythologie, donc clairement mythologie slave avec la déesse Mokoj, et mythologie nordique avec cette référence aux Nornes et possiblement au rôle de vulva avec cette quenouille dans les mains. Elle porte une robe qui est clairement de style slave, avec des broderies au fil rouge, avec des motifs typiquement slaves. Comme je ne suis pas spécialiste de cette région-là, je ne saurais pas vous dire si les motifs sont précisément historique, mais je pense quand même, parce qu'il y a un effort global sur l'historicité. D'ailleurs, à ce sujet, je me permets de faire une pause 2 secondes, parce que après le tournage, j'ai continué mes recherches et je suis tombée sur des infos concernant certains symboles en broderie, des symboles slaves. Il faut savoir que ce symbole-là, en forme de carré, alors avec des points ou sans points, ou alors avec des formes un petit peu plus stylisées, c'est un symbole de la déesse Mokoj, qu'on retrouve dans plein de supports iconographiques
iconographique slave. Et c'est un symbole qu'on trouve sur le bandeau de la coiffe de notre personnage. Il semblerait que cette forme-là de carré partagé comme ça en 4 petits losanges symboliserait en fait des parcelles de champs liées à la fertilité, etc. Et d'autre part, il semblerait que depuis le Moyen-Âge, la déesse Mokoj ait été représentée sous cette forme-là, donc avec la tête en forme de carré avec les poings, et tenant dans les mains son ouvrage, donc lié au tissage, avec son fuseau et son fil. Elle est souvent représentée avec des oiseaux, et comme on peut voir sur les côtés, des sortes d'épis de blé stylisés. Ensuite, elle porte des sortes de brassards ou de bracelets en écorce de bouleau, qui sont tenus eux-mêmes par des galons tissés. Alors si on fait un arrêt sur image sur ces galons, on peut voir qu'il s'agit quand même d'un motif qui semble assez correct historiquement. Ça peut faire penser à certains motifs de galons tissés de birka, mais aussi et surtout, moi ça me fait plutôt penser à ce motif-là qui vient d'Ukraine, qui a été retrouvé en Ukraine. Elle porte autour de son cou plus d'une dizaine de colliers en perles, des perles qui semblent être faites de verre, donc ça c'est ok. Les motifs, alors je ne connais pas toutes les perles historiques pour l'époque scandinave ou slave, on retrouve quand même quelques perles qui ont des motifs qui ressemblent à des perles qui ont été retrouvées, comme par exemple celle-là. On a aussi quelques perles qu'on appelle vulgairement des perles melons. Il y en a des transparents, il y en a des noirs. On dirait aussi que la perle noire ici ressemble beaucoup à celle-là. Et on trouve aussi un certain nombre de perles basiques qui sont de forme cylindrique. Et elle porte aussi des torques juste en dessous, au milieu des colliers. Ce qui me fait penser à des torques ou des colliers comme ça à l'est aussi, des costumes lettoniens, etc. On peut remarquer aussi qu'elle n'a plus la vue, elle n'a plus ses yeux. On a 2 cavités noires, donc avec ce maquillage qui descend. Alors j'ignore si c'est vraiment une marque de certaines divinités slaves. Par contre, on sait que c'est un motif récurrent quand on parle d'un don de voyance ou d'un lien avec des créatures mythologiques ou des êtres invisibles. Quand on parle de prophétie ou de divination, on a souvent, mais même dans la pop culture, on a souvent cette idée qu'on perd un œil ou qu'on perd la vue, des yeux qui se révulsent ou qui deviennent blancs. À l'image en fait de Odin qui a perdu son œil, qui a donné son œil, qui est borgne, pour avoir ce don de voyance, comme si c'était une monnaie d'échange pour accéder à la connaissance suprême. Pour les perles, je viens de regarder, il y a aussi des perles en métal, en argent, à granulés, qui me font beaucoup penser au travail de la boutique Volunder, qui, il me semble, a travaillé pour le film, à confectionner des bijoux pour le film, il me semble. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas parlé de ce truc qui a l'air d'être une sorte d'attache pour tenir un col ou un collier, quelque chose, un ornement sur la tenue. Alors, je n'ai pas la source exacte de cet objet, mais ça me fait beaucoup penser à un élément de bijouterie qui, d'après ce que j'ai compris, s'appelle un pakarin. C'est un élément en métal qui permet de suspendre des chaînes ou des colliers, et j'ai trouvé un modèle qui ressemble étrangement, en tout cas au niveau du motif, à notre pièce, mais il ne semble pas avoir le même usage, donc je ne sais pas, il faut continuer de chercher. En regardant de plus près les boucles temporales qu'elle a comme ça, qui pendent sur les tempes, sur les côtés, eh bien ça ressemble pas mal à ce qui pouvait se faire à l'époque, avec ce motif comme ça en spirale, ou bien avec des anneaux pris les uns dans les autres. Les coquillages qu'elle a comme ça devant les yeux, c'était possible de les utiliser, notamment pour les pendre à des colliers entre les broches. Par contre là, le fait qu'elle les utilise pour les mettre devant ses yeux, ça rend quand même ça lui donne un côté un petit peu impressionnant, un peu inquiétant, un peu intimidant, je trouve. Après, c'est quand même bien trouvé. Je trouve que le costume est assez joli dans son ensemble. The prince had turned from his fate. A beast that cares for naught. A beast that wrings tears from the eyes of man. Now remember, for whom you shed your last teardrop. Lorsqu'elle intervient, cette voyante est là pour, semble-t-il, remettre le héros dans son droit chemin, c'est-à-dire assouvir son désir de vengeance et reprendre sa place de chef. Ça fait appel au concept de l'Urlog, qui est en fait la loi du temps, de ce qui doit se passer, de l'ordre des choses. Elle a une voix très particulière, elle est comme en train de chuchoter, ce qui vraiment donne l'impression qu'elle est en train de délivrer une prophétie
individuelle, elle est en train d'avoir un rapport particulier avec Hamlet. En plus, on a à l'arrière-plan sonore ces voix comme ça qui entament un chant lancinant, et on a le bruit du fuseau qui tourne, qui est relancé comme ça, inlassablement. D'ailleurs, il semblerait que du côté de l'imaginaire russe, on ait une survivance de la déesse Mokoj sous les traits d'un démon domestique plutôt. Elle serait connue pour filer la laine et tondre les moutons, et ce bruit de bobine serait très caractéristique et annoncerait son arrivée. Un peu à la manière de ce qu'on peut trouver dans certains folklores français par exemple. Je pense à l'Ankou breton, dont la venue est aussi annoncée par le bruit de sa charrette. Donc tout ça, ça ancre vraiment la scène dans une scène de vision, enfin de prophétisation. Donc finalement, elle le rappelle à son destin en finissant par la phrase « Rappelle-toi qui t'a fait pleurer en dernier, pour qui tu as donné tes larmes en dernier ». C'est donc ce qui va être en fait le déclencheur de sa prise de conscience et de son retour à ses origines sur sa quête initiatique pour reconquérir son rôle, son trône. Voilà, j'espère que ce petit décryptage vous aura plu et vous aura apporté des petits éléments de connaissance. Moi, j'ai beaucoup aimé faire des recherches sur cette séquence-là parce que j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses. Je remercie vraiment encore une fois Mojmila qui m'a donné des petites informations ou des termes techniques qui m'ont été très utiles. Dans ce film, je pense que ça ne vous a pas échappé si vous l'avez vu, il y a un deuxième personnage qui est lié à la magie et à la prophétisation, à la voyance. Et comme cette vidéo, je pense, va être déjà assez longue parce que ça fait 2 heures que je tourne, eh bien je pense que ce serait peut-être l'occasion de faire une deuxième vidéo pour parler cette fois du sorcier, enfin de l'homme Volva. Donc je ne sais pas si ça peut vous plaire, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une deuxième vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous invite également à liker la vidéo pour me dire si ça vous a vraiment plu ou pas, pour me voir si je dois continuer ce genre de format. Je vous invite à aller voir en description la liste des sources, des articles ou des éléments que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Si le rôle de la vulva chez les anciens Scandinaves vous intéresse un peu plus, que vous avez envie d'en savoir davantage, je vous invite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne où je vous les mettrai peut-être en fiche. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!